logement et des espaces construits et sociaux des quartiers qui peuvent venir en fait donner l'aspect qualitatif de l'expérience des familles issues de l'immigration dans des quartiers hyper divers et défavorisés. J'aimerais aussi vous laisser savoir qu'en fait, deux manuscrits ont déjà été soumis. L'un sera bientôt publié, un en français, un en anglais, issus de cette recherche. Mais aujourd'hui, je voulais parler d'un nouvel article que je suis en train d'écrire qui examine les liens entre l'austérité urbaine et les politiques néolibérales urbaines et la citoyenneté émotionnelle, mais je vais me pencher principalement sur les aspects en lien avec ce qui a été dit jusqu'à présent. Et j'aimerais souligner que c'est une recherche qui a été menée de manière collaborative avec nos partenaires communautaires à Ottawa et Gatineau et une excellente équipe d'assistants et de collègues qui nous ont permis de mener le tout à bien. L'objectif initial de la recherche était d'examiner les aspects des quartiers qui façonnent la résilience des personnes immigrantes, donc vraiment le rôle d'accueil pour les personnes nouvellement arrivées. Et je pense que l'élément central qui est utile ici pour nous aider à réfléchir sur le rôle des quartiers en contexte de pandémie est l'emphase que nous avons mis dans notre projet sur les espaces construits et sociaux. Et pour aujourd'hui, je vais me pencher à essayer de faire une analyse à la lumière des impacts de la pandémie pour réfléchir, en fait, utiliser nos résultats pour réfléchir aux liens entre ces différents enjeux. Et puis, Damaris et Xavier ont déjà en fait parlé des grands enjeux, notamment les inégalités socio-spatiales et la croissance de la polarisation de la précarisation des ménages au plan des quartiers, qui est quelque chose qui ressort. J'aimerais faire des liens justement avec la question des déterminants sociaux de la santé et surtout les caractéristiques socio-économiques des quartiers, donc les moyennes en termes de revenus, le type de logement, la présence de populations issues de l'immigration, etc., etc. Et puis, bon, dans le contexte d'Ottawa-Gatineau, le partenariat local en immigration à Ottawa, qui va présenter juste dans la séance suivante, ont mené plusieurs recherches pour démontrer en fait la concentration des populations, des quartiers dont les populations sont issues de l'immigration et qui sont racialisées dans l'impact qu'a eu surtout durant la première année, la première et la deuxième vague de la pandémie. Et ceci est une carte qui est issue de l'étude de quartier d'Ottawa, et je pense que Joséphine Etowa est aussi ici, elle participe à ce projet. Donc en fait, il y a des liens entre les personnes qui font diverses présentations dans ce symposium. Donc les quartiers qui nous ont intéressés avant la pandémie, en fait, sont des quartiers qui ensuite ont été très touchés, surtout durant la première vague. J'ai déjà présenté plusieurs fois là-dessus, donc je vais passer assez vite sur ces aspects pour pouvoir me pencher un peu plus sur les résultats. Donc l'approche collaborative et la nature comparative de notre étude, avec 3 quartiers, 2 à Ottawa, 1 à Gatineau. Et puis nous ciblions des personnes qui étaient récemment établies, donc dans les 5 dernières années, mais nous avons dû un peu assouplir nos critères pour réussir à rencontrer suffisamment de participants. Un autre aspect est en fait la nature bilingue de notre région transfrontalière, mais aussi le fait que nous avons ciblé des personnes qui avaient le français ou l'anglais comme première langue officielle, et c'est pas ressorti dans les présentations faites jusqu'à date, mais on voit vraiment que la langue des personnes au moment de leur établissement joue un rôle énorme, surtout dans notre cas où nous avions des immigrants francophones à Ottawa qui avaient beaucoup de défis par rapport à la langue. Et puis, bon, en Ontario, il a été documenté que les informations étaient très en retard dans la langue
officiels minoritaires et les impacts que cela aurait pu ou a causé pour ces personnes. Donc, nos quartiers, comme ceux dont a parlé Annick et Islem à Montréal, donc nos quartiers ici à Ottawa-Gatineau, sont des quartiers que nous qualifions d'hyper divers à cause du pourcentage de la population d'immigrants ou qui s'identifient comme des minorités visibles. Ce sont aussi des quartiers relativement défavorisés par rapport aux moyennes de revenus et de logements par rapport à leurs villes respectives. Donc, une grande concentration de locataires et des familles, des ménages à faible revenu. Vous pouvez voir pour les deux quartiers d'Ottawa et respectivement à Gatineau. Un autre facteur important, ces quartiers étaient déjà fragilisés, si l'on peut dire, avant la pandémie à cause d'incidents qui ont eu lieu, qui étaient indépendants en fait de beaucoup de choses. À Ledbury, les évictions de Timber Creek qui ont résonné, je pense, dans les médias nationaux. Overbrook Cummings qui a reçu beaucoup de réfugiés, dont des Syriens à partir de 2015. Et puis Mont-Bleu qui avait été touché par une tornade juste au moment où en fait nous allions commencer à faire la collecte de données. Et tout ceci a un impact, en fait, c'est pour ça que je le cite. Donc, c'était une méthode à 4 étapes. Et puis, je voulais souligner la nature ethnographique. Et notre outil principal était des entrevues Photo Voice, où donc les participants prenaient des photos des espaces desquels ils voulaient nous parler. Et nous avons fait un retour dans les communautés pour vérifier et valider nos résultats. Nos participants, je pense que l'intérêt est que nous n'avions pas de critères de sélection par rapport à la catégorie d'immigration. Donc, nous avions tant des réfugiés que des personnes qui étaient venues par la catégorie économique ou par réunification familiale, et aussi quelques demandeurs d'asile qui avaient obtenu en fait leur résidence. Nous avions une surreprésentation de femmes, et puis je pense que les commentaires de Jill, plutôt, je pense que nos résultats vraiment mettent l'emphase de l'importance des quartiers, notamment pour les femmes de familles issues de l'immigration qui ont beaucoup voulu participer à notre projet. Comme je le disais, par rapport au nombre d'années, on a dû un peu assouplir nos critères. Et en fait, en rétrospective, je pense, même si nous ciblions des personnes nouvellement arrivées, ce qui est intéressant dans le cas de Ledbury Heron Gate, et ça c'est un des enjeux dont j'aimerais parler, c'est que dans ces quartiers, ce sont des quartiers tremplins, ou soi-disant tremplins ou de transition. Mais les personnes à Ledbury qui ont participé à notre étude, qui habitaient depuis longtemps, étaient les personnes qui ne peuvent pas quitter ces quartiers parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et je crois qu'il y a là quelque chose d'intéressant, et puis je vais vous en parler, où ils se sentent vraiment stuck, comme on dit en anglais. Ils n'ont pas le choix de quitter. Ils ne peuvent pas aller ailleurs, même si les conditions sont très difficiles. Puis bon, le revenu des ménages était sous la moyenne de ces quartiers. Donc, pour ce qui est du cas conceptuel, on a deux grands corpus. D'une part, les enjeux des politiques néolibérales et d'austérité urbaine qui ont déjà été cités, la décentralisation de la gouvernance, les coupures de budget, la réduction des investissements dans les infrastructures urbaines et notamment les impacts par rapport à la transformation des espaces urbains qui deviennent un marchandage qui passe par la gentrification, la financiarisation du marché immobilier et la crise du logement abordable qui est en fait au cœur de la question des enjeux qui touchaient nos participants. Et puis bon, la polarisation des revenus et tout cela, et nous utilisons l'image de la ville revanchiste de Neil Smith pour en fait combiner tout ça. D'autre part, notre analyse utilise les notions de sentiment d'appartenance et surtout les dimensions émotionnelles, parce que nos participants ont beaucoup parlé en fait de l'ambivalence. Ils aiment ces quartiers, mais ils les détestent en même temps. Et on aimerait, dans notre analyse, aller creuser un peu plus. Je vais en parler moins aujourd'hui, mais c'est une dimension importante, je pense,
pour comprendre à travers, lorsqu'on analyse nos données, en fait, les dynamiques de polarisation socio-spatiale, ce qui se passe dans ces quartiers. L'aspect hyper divers est un élément important, la cohabitation, le soutien, l'entraide, mais les impacts des politiques d'austérité rendent les conditions telles que ces gens veulent quitter ces quartiers. Certains, néanmoins, sentent qu'ils ne peuvent pas les quitter à cause des réseaux sociaux desquels ils dépendent. Donc, il y a une très forte ambivalence. Et là, le concept de citoyenneté émotionnelle, emotional citizenry, de Haskins, nous est très utile dans l'élaboration de sa notion de citoyenneté émotionnelle. Haskins met en lumière 4 dimensions. L'insécurité, les relations interpersonnelles, les connexions émotionnelles et la reconnaissance informelle. Aujourd'hui, je vais seulement me pencher sur les sentiments d'insécurité parce que c'est au cœur en fait des enjeux qui nous intéressent. Donc pour l'insécurité, et encore c'est toujours l'ambivalence, il y a la question de l'accès au logement abordable, la dépendance et le besoin d'accès à des services et des infrastructures, les transports publics, et puis des questions de sécurité et de criminalité. Donc, nos participants nous ont dit que la raison principale pour laquelle ils s'étaient installés dans ces quartiers était à cause du problème du logement abordable à Ottawa-Gatineau. Et c'était les seuls quartiers où, en fait, ils avaient trouvé un logement à un prix qu'ils pouvaient se payer. Et d'autre part, c'était les seuls endroits où il y avait des appartements assez grands pour des familles nombreuses. Donc, je pense que tous les enjeux qui ont été discutés sur l'abordabilité, aussi la surpopulation dans les logements, étaient un enjeu chez nos participants. Et certains avaient eux-mêmes fait la recherche et dans ces quartiers avaient noté qu'en fait, ils n'avaient pas besoin en tant que nouvel arrivant de fournir des références aux propriétaires et les propriétaires ne demandaient pas d'antécédents de crédit qui leur facilitaient en fait l'accès au logement. Mais une grande partie de nos participants n'avaient pas vraiment choisi de s'établir dans ces quartiers et ça, je pense, ça rajoute aux enjeux. C'était soit des personnes arrivées très récemment, notamment des réfugiés, qui avaient obtenu leur logement à travers une agence d'établissement. Donc, eux n'avaient pas pris part à la décision et ils étaient en général pas très contents ou satisfaits avec leur logement ou avec le quartier. Et d'autres étaient en fait ceux qui étaient établis depuis plus longtemps, avaient obtenu leur logement par le logement communautaire d'Ottawa. Ottawa a une éligibilité, il faut être en fait résident à Ottawa pour 1 an avant de pouvoir être mis sur la liste d'attente pour accéder à des logements subventionnés. Donc, ce sont des gens qui sont là depuis plus longtemps. Ça prend 10 ans pour pouvoir obtenir un logement quand on est sur cette liste-là. Et les personnes, en fait, se voient offrir 3 logements maximum. Et si les logements ne leur plaisent pas, ils sont enlevés de la liste. Donc, comme la citation du bas sur la diapo dit, cette personne sentait qu'elle était obligée de prendre le logement parce que si elle le refusait, même si elle ne l'aimait pas, ben, elle se retrouverait en fait à ne pas avoir un logement abordable. Alors, ces enjeux où en fait les quartiers n'étaient pas le premier choix de ces personnes, je pense vraiment, mais en exergue le niveau de crise du logement abordable et le fait que ces personnes qui étaient à faible revenu n'avaient pas de choix. C'était les seuls quartiers. Ils nous ont dit que la majorité aimerait quitter le quartier lorsqu'ils le pourraient. Eux-mêmes identifiaient les quartiers comme des quartiers de tremplin, notamment à Mont-Bleu, à Gatineau. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, certains savent qu'ils ne pourront pas quitter le quartier, soit à cause de leur situation financière, ou en fait parce qu'ils dépendent des réseaux qu'ils ont établis dans ces quartiers-là qui leur permettent de survivre, pour ainsi dire. Donc, en fait, on a vu émerger un paradoxe Louisa, très important. Louisa, Oui, juste pour te dire que ça fait 15 minutes que tu parles. Donc, OK. Donc, je dois m'arrêter. Mais en non, fait, non, c'est... non, tu peux continuer. On a 10 minutes qui restent, mais il faut inclure les questions et commentaires. Oui, oui. OK, parfait. Donc, en fait, mais c'est ça l'essentiel que je voulais parler, c'est
Donc, la question du logement abordable, le fait qu'ils n'avaient pas vraiment choisi ces quartiers, qu'ils aimeraient les quitter. Les raisons pour lesquelles ils les aimeraient quitter, les logements sont assez vieux. Il y a des problèmes d'entretien dans les immeubles, le personnel ne répond pas à leurs appels. Il y avait donc des enjeux de santé par rapport à la qualité, l'insalubrité. Et les réfugiés, entre autres, sentaient qu'ils se faisaient maltraiter par le personnel. Il y avait des barrières linguistiques aussi pour communiquer. 2 de ces quartiers sont en fait face à une situation de gentrification, notamment Ledbury, les évictions de Timber Creek, et je pense qu'il y a un lien là avec des rénovictions où les propriétaires abandonnent les logements pour qu'ils se détériorent et ensuite pouvoir éviter les résidents et ensuite procéder à des rénovations, etc., etc. Et la section de Mont-Bleu qui a été affectée par la tornade, elle aussi maintenant est en train de faire face à un processus en fait de gentrification où la partie la plus affectée des nouveaux logements plus petits, plus chers et plus luxueux sont en construction. Donc, le paradoxe, c'est que ces quartiers sont les seuls qui offrent des logements abordables. Certains pourraient peut-être quitter, d'autres ne peuvent pas quitter, mais sont néanmoins à risque d'être évictés, donc de déplacements forcés. Et une fois que ces quartiers passeront par la gentrification, où iront en fait les personnes à revenus faibles ou les prochaines vagues d'immigrants qui vont rechercher ou vont avoir besoin de logements à prix modique pour pouvoir s'installer et démarrer leur nouvelle vie au Canada. Donc, ça, c'est au cœur, en fait, de la préoccupation. Il y avait d'autres aspects qui sont en lien à l'accès aux services, aux infrastructures. Ces quartiers étaient généralement bien dotés, les participants étaient heureux, pouvaient accéder aux services dont ils avaient besoin, mais il y avait d'autre part des problèmes avec l'entretien des espaces publics, notamment le fait que les parcs n'étaient pas entretenus, des problèmes de sécurité routière, de la gestion de déchets, manque de maintien en fait, des espaces publics. Et du côté des services, il y avait aussi un certain manque, et notamment un manque d'épicerie à prix abordable. Plutôt, on a parlé de sécurité alimentaire, alors je me demande ce qui est arrivé. Il y avait un problème d'accès à des espaces communautaires parce qu'il faut payer, et les activités communautaires que les résidents eux-mêmes en fait organisent pour subvenir à leurs besoins, des fois sont limitées par le fait qu'ils n'ont pas accès à des salles, les jeunes n'ont pas accès à des places sportives, etc., etc. À la question du coût. Et enfin, pour le transport, qui était aussi un élément qui a été souligné plus tôt, la majorité de nos participants dépendaient du transport en commun, malgré l'emplacement assez avantageux de ces quartiers qui sont dans le inner suburb, donc la première ronde de banlieue, si vous voulez, qui sont relativement proches du centre. Néanmoins, les itinéraires étaient longs, compliqués, les bus avaient du retard, beaucoup d'endroits n'ont pas d'abribus, et puis fait régulièrement moins 25 ici à Ottawa, comme vous le savez. Et enfin, la hausse des tarifs des billets d'autobus, et certains de nos participants se déplaçaient à pied 30-40 minutes pour faire l'épicerie parce qu'ils ne voulaient pas payer l'autobus. Et enfin, des enjeux de sûreté routière, à Mont-Bleu notamment, manque de trottoirs, des problèmes de déneigement, et beaucoup de nos participants qui provenaient de pays tropicaux, en hiver, se sentaient très isolés, ne sortaient pas à cause en fait des dangers. Alors, je me demande là avec la pandémie ce qui est arrivé. Et puis bon, il y avait les questions de criminalité, mais je vais conclure ici. Je voulais faire des liens avec beaucoup des présentations antérieures aujourd'hui, et j'espère avoir un peu mis en lumière l'importance des espaces construits et sociaux des quartiers et leur importance en fait dans l'accueil des familles nouvellement arrivées à installer. Aussi le besoin d'analyse intersectionnelle. Dans notre cas, les personnes qui étaient arrivées comme réfugiés faisaient face
aux plus importants défis, notamment pour trouver un logement abordable. Et c'était eux, en fait, qui restaient pris à Ledbury. C'était surtout des réfugiés qui étaient au Canada depuis 15 ans, qui ne pouvaient pas quitter. Donc, je pense que la question de la catégorie d'immigration, bon, la racialisation, le genre, la composition familiale, mais aussi la langue, telle que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et enfin, le plus intéressant pour moi, c'est ce paradoxe des quartiers. Ce sont les derniers quartiers, la dernière frontière urbaine, en fait, pour reprendre le langage de Neil Smith, qui offre des logements abordables, mais il y a cette insécurité du logement dont a parlé Chloé, ce rétrécissement, en fait, du bassin de logements abordables. Et si le Canada continue à dépendre de l'immigration, ben, où iront, en fait, les prochaines générations de nouveaux immigrants, où est-ce qu'ils s'installeront si ces quartiers en fait sont gentrifiés et puis un logement abordable est en fait de plus en plus cher. Alors, c'était ça, j'avais fait des recommandations, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Louisa. Alors, dans le chat, vous n'avez pas vu, mais Simona Bignami m'a demandé si nous pouvions reporter